En attendant, nous, on va regarder une image en direct de Washington sur le tarmac. Vous voyez ici l'avion présidentiel américain. Donald Trump qui va dans quelques instants monter à bord de cet avion pour se rendre à La Haye, où va se passer une grosse réunion de l'OTAN, donc où sera aussi présent Emmanuel Macron, dont on a parlé tout à l'heure. On verra si le président américain prend la parole rapidement ou pas, notamment sur la question du Moyen-Orient, puisque cette nuit, c'est lui qui a annoncé la mise en place de ce cessez-le-feu et qu'entre-temps, l'Iran comme Israël ont dénoncé des violations du cessez-le-feu de part et d'autre. Ils se renvoient la balle actuellement. On continue à évoquer tout cela avec nos invités, nos experts qui sont présents sur ce plateau et aussi avec Alexandre Hébert. Alexandre, le gouvernement israélien qui, peu de temps après l'annonce du cessez-le-feu, a dit avoir atteint ses objectifs avec cette guerre. On va revenir justement sur ces objectifs et en premier lieu, celui du programme nucléaire iranien. Oui, les sites nucléaires étaient la cible numéro 1 d'Israël et des États-Unis. Ils ont donc été frappés dès le premier jour de la guerre par Israël, avant d'être frappés de manière beaucoup plus massive ce week-end par les Américains. 2 salves de bombardement par avion furtif sur les sites de Fordo et sur le site de Natanz. Et puis une 3e salve sur le site d'Ispahan, cette fois-ci via des sous-marins, avec des dégâts impressionnants, en tout cas selon Washington. Vous voyez sur cette modélisation en 3D les 2 points d'impact de ces missiles américains, missiles qui ont pénétré en profondeur dans les installations souterraines du site. Et grâce à ça, le Pentagone dit avoir, je cite, dévasté le programme nucléaire iranien. Alors l'étendue réelle des dégâts est cependant difficile à estimer. En tout cas, c'est ce que dit le président de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dit s'attendre à des dégâts importants, mais que personne n'est actuellement en mesure de les évaluer pleinement. Il a d'ailleurs demandé d'avoir accès au site iranien. Alors il y a le nucléaire, mais il y a aussi de nombreuses infrastructures militaires et essentielles qui ont été endommagées pendant ces 12 jours de guerre. Oui, absolument. On va commencer par les capacités militaires de l'Iran. Les observateurs estiment que l'Iran a aujourd'hui utilisé 450 missiles sur les 2 à 3 000 qu'il posséderait. Mais ces capacités de lancement ont été fortement réduites. En tout cas, selon Israël, qui affirme avoir détruit un peu plus de la moitié des lanceurs de missiles d'Israël et qui a également visé plusieurs entreprises d'armement pour éviter à l'Iran de pouvoir reformer son stock. Là encore, l'étendue des dégâts est impossible à estimer précisément pour l'instant, mais le type de missile utilisé lors de la riposte iranienne sur le Qatar et l'Irak pourrait indiquer des missiles de moins longue portée et donc un stock déjà entamé ou en mauvais état. Et pendant cette guerre, Israël, Alexandre, a aussi frappé de nombreux dignitaires du régime iranien. On l'a vu aussi. Absolument, Israël a visé dès le début du conflit un certain nombre de hauts dignitaires, que ce soit des militaires ou des gardiens de la révolution, notamment Mohamed Bakeri, qui travaillait directement chapeauté directement par l'ayatollah Khamenei, mais il n'est pas le seul. Plusieurs autres généraux ont été tués par des frappes israéliennes. Israël qui a également frappé un certain nombre de scientifiques reliés de plus ou moins loin au programme nucléaire iranien, avec des profils très divers, un spécialiste en génie chimique ou encore en physique des réacteurs. Au moins 7 scientifiques ont été visés par ces frappes. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces précisions. Anne Kratz, j'aimerais un mot sur le nucléaire, parce qu'on sait que la communauté internationale était inquiète évidemment sur ce sujet du nucléaire iranien. On a entendu encore il y a quelques minutes à peine Emmanuel Macron parler de cette question-là et notamment du risque d'enrichissement nucléaire clandestin. Finalement, quand Israël dit j'ai atteint mes objectifs, notamment sur le nucléaire, peut-être pas totalement, puisqu'il y a ce risque de nucléaire clandestin qui reste. Oui, c'est ce dont tout le monde parle, effectivement. Il y a apparemment 450 kilos d'uranium enrichi qui est quelque part en Iran et qui pourrait éventuellement être utilisé pour faire des bombes. Je crois qu'avant que l'Iran en arrive là, comme l'Iran est quand même énormément affaibli, et c'est tant mieux pour le monde, parce que le monde n'a pas intérêt à ce que l'Iran ait la bombe, naturellement. Ça a été dit et répété. Avant qu'on en arrive là, et j'espère, on en parlait ensemble avant le plateau, j'espère que des Américains auront à cœur de soutenir, de préparer, d'entraîner une opposition crédible et structurée au régime des mollahs, parce que c'est la seule façon dont ce régime pourra tomber. C'est pas, on l'a vu avec des frappes extérieures, parce que malgré tout, la plupart des Iraniens vont se dire on veut pas être libérés sous les bombes. Cela prend du temps. Les Américains ont depuis trop longtemps abandonné cette idée de constituer une opposition crédible aux mollahs.
Ils ont laissé le Mossad pénétrer tous les échelons de la société iranienne. Mais ça, si vous voulez, ça détruit, mais ça ne fait rien construire. Donc c'est cela qu'il faut faire maintenant, c'est essayer d'utiliser cette période pendant laquelle la menace nucléaire a tout de même été diminuée à cause des frappes israéliennes et américaines. Parce qu'ils ne vont pas faire une bombe tout de suite en 2-3 jours. Non, mais est-ce qu'il faut aussi que ça passe par la discussion? Parce qu'on sait qu'avant cette guerre des 12 jours, là, il y avait des discussions, 60 jours qui avaient été donnés par les États-Unis à l'Iran pour discuter. Ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose de positif. Parce qu'il y a aussi le fait que les Israéliens ont coupé l'herbe sous le pied aux Américains, puisqu'ils y sont allés avant que les négociations soient terminées. Mais c'est vrai que les Iraniens ne se montraient pas extrêmement prêts à négocier. On les comprend aussi, parce que quand même, il y avait un accord entre eux et les Américains qui a été déchiré par M. Trump lui-même. Donc là, pour le moment, il va falloir quelqu'un avec une grande intelligence qui prenne cette situation en main, qui essaye de faire durer le cessez-le-feu le plus longtemps possible et essayer de voir ce qui peut être fait aussi de façon, mais pas de façon comme maintenant tout le monde se fait, tout se fait devant tout le monde. En fait, la diplomatie, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait faire un petit peu derrière les portes. Et ça serait beaucoup plus efficace sans doute. Donc voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Bureau, sur la question de la diplomatie qui se fait un peu derrière les portes et notamment sur cette question du nucléaire qui doit l'être ainsi? Oui, je pense que sur ce sujet, il faut se souvenir que quand le JCPOA a été négocié, au milieu des années 2010, ça a pris, je pense, entre 2 ans et demi et 3 ans. Les Iraniens ont une stratégie de constitution d'une capacité nucléaire qui est ancienne. En vérité, elle a commencé avec le Shah d'Iran et la conférence de Persépolis dans les années 70. Donc, le sujet du nucléaire en Iran, il est absolument essentiel. Je pense que la question, c'est comment la négociation peut amener les Iraniens à renoncer au nucléaire militaire, au profit du nucléaire civil. Ça veut dire respecter leurs engagements internationaux, ça veut dire accepter que l'AIEA revienne, ce que disait le directeur général de l'AIEA ce matin, et ça veut dire, sur cette base-là, une négociation effectivement possible de reconstruction, de financement par l'aide internationale de la reconstruction de l'Iran, et parce que l'Iran est tout de même très détruit, et par ailleurs, un engagement irréversible, irrévocable de l'Iran à renoncer au nucléaire militaire. Ouais. Le nucléaire militaire dans la région sous l'égide de l'Iran, ça veut dire que la Turquie, ça veut dire que l'Arabie Saoudite et d'autres iront au nucléaire également. C'est ça dont il s'agit et c'est ça qu'il faut éviter. Adel Bakawan. Oui, justement, je vais rebondir sur cette dernière phrase très, très importante. En fait, le 10 mars 2023, les pays du Golfe, en tête l'Arabie Saoudite, ont normalisé leurs relations avec la République islamique d'Iran. Et même pendant cette guerre-là, l'Arabie Saoudite, pour la première fois, a tenu un discours sur la fraternité irano-arabe, irano-saoudienne, islamique, etc., pour éviter, bien évidemment, cet embrasement régional. Donc, il voulait vraiment construire quelque chose sur la base de confiance avec la République islamique d'Iran. Mais ce qui s'est passé hier soir, c'est très important. Et c'est très, très grave en termes de relations entre les pays du Golfe et la République islamique d'Iran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, malgré tous les efforts des pays du Golfe, ils ne peuvent pas faire confiance à cette République islamique d'Iran qui transgresse directement la souveraineté d'un pays qui a défendu depuis toujours la République islamique d'Iran auprès de Donald Trump. Donald Trump a dit, quand il était dans des pays du Golfe, je n'ai jamais connu un avocat aussi important pour la République islamique d'Iran que le Qatar. Or, la République islamique d'Iran attaque spécifiquement le Qatar. C'est pourquoi le Qatar va porter plainte aujourd'hui auprès du Conseil de sécurité aux Nations Unies. Et rappelle, donc plus jamais cette relation sera pareille à partir de cette nuit-là entre l'Iran et les pays du Golfe. Il faut se souvenir, pardon, juste un mot, mais je partage complètement ce qui est dit. Le Qatar a été, de toutes les crises de la région sur les 15 dernières années, la plaque tournante de toutes les négociations. Que ce soit avec le Hamas, que ce soit pour l'Irak, que ce soit avec l'Iran. Et donc, ce qui peut être qualifié d'agression
de l'Iran sur le Qatar hier soir, même si les objectifs militaires n'étaient quand même pas l'objectif principal, mais la violation de la souveraineté du Qatar, c'est un vrai sujet. Allez, on continue cette discussion en intégrant nos téléspectateurs. Et messieurs, avec Christophe Gascard, vous allez répondre à leurs questions. Séverine est parmi nous, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Vous avez ce QR code qui est affiché, qui s'affiche en bas de l'écran. On va commencer avec la question de Françoise. Françoise qui nous demande les objectifs de Benyamin Netanyahou ont-ils été atteints? Le cessez-le-feu ne dépend-il pas de ça? Jean-François Bureau. Je pense que lorsque Netanyahou a engagé ses opérations militaires sur l'Iran, il avait eu la veille au soir, non pas un vote de confiance de la Knesset, mais un vote par lequel la Knesset n'avait pas trouvé de majorité politique alternative. Et je pense qu'on ne mesure pas suffisamment qu'aujourd'hui, la situation de Netanyahou peut être difficile. Et il y a eu des tas de contestations, y compris sur le plan judiciaire le concernant. Il n'en reste pas moins qu'il n'y a pas d'alternative politique aujourd'hui visible en Israël. Et donc, je pense que si Israël et si Netanyahou rentrent dans une discussion sous l'égide des Américains sur le nucléaire iranien, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, je pense qu'effectivement, il peut être renforcé. Alors, la durée du cessez-le-feu me paraît, en vérité, bien sûr, si la guerre reprend, ça change tout. Mais des escarmouches ou des envois de missiles ne me paraissent pas de nature à mettre en cause la possibilité pour Netanyahou de prendre une initiative, en coordination avec les Américains sûrement, mais de bouger. Il a atteint ses objectifs pour répondre à Françoise, les objectifs de Benyamin Netanyahou étaient doubles. D'une part, d'anéantir les capacités nucléaires ou l'enrichissement des Iraniens. Et effectivement, il ne pouvait pas le faire sans les Américains, notamment pour le site de Fordoz. Donc ça a été atteint d'une certaine manière, même si on ne sait pas exactement l'étendue des dégâts et si, comme le disait Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'y a pas un risque accru d'enrichissement clandestin? Ça reste encore la question qu'on ne peut pas répondre. Et le deuxième objectif qui était les capacités de missiles, en partie, j'allais dire, la preuve c'est que hier soir, malgré toutes les frappes, l'Iran est encore capable d'envoyer des missiles. Si l'objectif était totalement atteint, l'Iran ne pourrait plus se défendre. Oui, mais je pense, ne sous-estimons pas l'ampleur des capacités militaires iraniennes. En Ukraine, ce sont les drones iraniens que les Russes utilisent tous les jours. Alors, la question de Pascal à présent, Adel Bakawan, pardon. Comment comprendre les déclarations du régime iranien qui dit en même temps qu'il n'a pas tiré après le cessez-le-feu, qu'il a forcé Israël à accepter un cessez-le-feu et qu'il n'a pas accepté de cessez-le-feu? Comment on interprète les déclarations? C'est vrai que c'est pas très clair. Iranien. Voilà. Ça ne peut pas être clair chez les Iraniens parce que ils ont subi quand même des dommages, des pertes énormes et considérables depuis 45 ans. La République, les ayatollahs, en fait, on utilise le terme les moullas, mais les moullas, c'est dans la communauté sunnite, dans l'espace sunnite et non pas dans l'espace chiite. Dans l'espace chiite, on dit les ayatollahs et non pas les moullas. Les ayatollahs, depuis 45 ans, préparent la société iranienne pour la dernière bataille. C'est-à-dire quoi? La dernière guerre avec Israël. Voici où on est. Mais au moment où on est pendant la dernière bataille, on perd des scientifiques, on perd partiellement, je nuance, le programme atomique partiellement l'arsenal balistique, le pays est presque détruit, le ciel est contrôlé par les Israéliens et les Américains. Et la seule chose qui reste pour les Iraniens, c'est la propagande. Il faut absolument la propagande. Et là, on est dans la propagande numéro 1, numéro 2 par rapport à cette missile tiré contre Israël. Moi, personnellement, mon hypothèse favorite, c'est que ils avaient programmé un ensemble d'opérations, mais d'une manière décentralisée, et peut-être tous les sites par lesquels on tire des missiles n'ont pas été en contact avec la direction générale, et peut-être c'est unilatéral et d'une manière non contrôlée. Alors, Fred, lui, à présent, il se demande ainsi le régime des mollahs, des ayatollahs, se maintient au pouvoir en Iran. Comment ne pas penser qu'ils vont à l'avenir développer encore davantage l'arme nucléaire? Jean, c'est une remarque tout à fait judicieuse. Je pense qu'il y a 25 ans maintenant d'orientation dans la politique iranienne constante. Et je le disais, même les premières étapes avaient débuté avant la révolution de 1979. Donc il y a effectivement
une volonté d'acquérir la maîtrise du cycle nucléaire. Toute la question, c'est de savoir où sont les bornes et est-ce que on passe insensiblement, comme ça a été démontré cette fois-ci, du nucléaire civil au nucléaire militaire, ou est-ce qu'on en reste au nucléaire civil? Si l'Iran veut être une puissance nucléaire civile pour s'approvisionner en électricité, je pense que toute la communauté internationale le soutiendra. Mais ce que dit Fred, c'est que finalement, il n'y a pas d'intérêt du régime des Mollahs à abandonner l'esprit atomique de son régime nucléaire. C'est la question. Est-ce que les Mollahs veulent créer un État garnison dans lequel le nucléaire les protège de toute leur région, y compris de leurs voisins les plus proches? Et la question, on imagine, c'est est-ce qu'ils ont été affaiblis au point de ne pas pouvoir se relancer sur la question? Pour répondre aussi à cette question, tous les régimes dictatoriaux ont compris aussi qu'avec l'arme nucléaire, c'était une garantie, c'était une assurance vie. Pensez quand même à la Corée du Nord. La Corée du Nord, si elle n'avait pas l'arme nucléaire, ça fait longtemps qu'il ne serait plus actuellement au pouvoir. Donc c'est une arme de dissuasion. Et c'est aussi la raison pour laquelle... alors, il y a deux choses. Un, de dissuasion. Et la particularité, en l'occurrence de l'Iran, c'est que depuis plus de 40 ans, ils veulent surtout la destruction de leur ennemi juré, leur voisin, l'État d'Israël. Ça rajoute aussi à la volonté de la communauté internationale. Oui, ils ont parfaitement compris, les Iraniens, enfin les dirigeants de la République islamique d'Iran ont parfaitement compris que la descente aux enfers, pour eux, a commencé. Le seul moyen pour les protéger, pour ne pas reproduire le scénario de Saddam Hussein et Bachar al-Assad, il faut absolument l'arme atomique. C'est le seul. Donc c'est une priorité. Voilà, exactement. Alors, Clément, lui, il se demande s'il y a encore des risques que l'Iran vise des installations américaines, comme récemment la base militaire au Qatar. Et en Irak. Et en Irak aussi. Hein. Ouais. Pour moi, cela est peu probable, parce que ce n'est absolument pas dans leur intérêt. Vous voyez, 6 heures avant l'attaque contre le Qatar, ils ont informé les Qataris, qui ont informé les Américains. Le Qatar qui a fermé son espace aérien. C'est une attaque plutôt symbolique que significative. Il n'y a pas eu de dommages, il n'y a pas eu de morts. C'est exactement ce qu'ils ont fait après l'assassinat du général Qasem Soleimani en Irak. Ils avaient informé les Américains pour dire « Videz la base Ain al-Assad dans la province de l'Anbar parce que nous allons vous attaquer. » Voilà, garder la face. Voilà, c'est sauver la face. Sauvegarder les apparences, garder la face. La propagande aussi. Ouais. Exactement. Alors, Frédéric, il nous interroge sur peut-être l'impuissance de l'Europe. Jean-François Bureau, la dégradation de la situation au Moyen-Orient et les imprévisibilités de Donald Trump ne mettent-elles pas en évidence l'incapacité pour l'Europe de tenir tête, voire d'exister sur le plan géopolitique entre la Russie, la Chine et les États-Unis? Je pense que, on l'a vu, pour que les Américains interviennent comme ils l'ont fait ce week-end, on voit bien que la réalité, c'est que personne ne contrôle totalement la situation dans la région. Et donc, est-ce que les Européens contrôlent encore moins que les autres? Je faisais référence à la Russie tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la Russie et M. Poutine aient une grande capacité de contrôle sur la situation dans la région. Donc, ce n'est pas parce que les Européens agissent autrement qu'ils sont incapables d'exister dans ce débat. Et je pense que dans l'accord nucléaire des années 2010, les Européens avaient joué un rôle très important. Les Français, les Allemands et les Britanniques étaient à la table de négociation. Le JCPOA, qui a été dénoncé par Trump, a été négocié par les Européens. Et si je comprends... Le JCPOA, c'est l'accord sur le nucléaire. L'accord sur le nucléaire des années 2015-2016. Si les Européens ont une capacité à revenir dans la discussion... non pas par des moyens militaires, mais par des moyens diplomatiques, parce qu'en matière de non-prolifération, ce sont des acteurs crédibles. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion, de nous avoir permis d'analyser la situation au Moyen-Orient. Séverine, on vous retrouve à 14h40. On continuera évidemment à suivre cette actualité prégnante et les questions qu'elle entraîne. N'hésitez pas donc à continuer à poser vos questions. Et en tout cas, merci déjà pour celles qu'on a traitées dans le 11-13. Dans un instant, on va recevoir Martin Pradel, qui est avocat des familles de Cécile Kohler et Jacques Paris. Il sera avec nous dans quelques minutes. Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont toujours détenus par le régime iranien depuis mai 2022. Et ils sont emprisonnés à la prison d'Evin, la prison qui a été bombardée hier par Israël. Le ministre des Affaires étrangères français a tenté d'avoir de leurs nouvelles hier. Écoutez un extrait de son interview, c'était dans le 20h de France 2.
Dès que j'ai eu l'information de cette frappe sur la prison d'Evin, j'ai immédiatement appelé le ministre des Affaires étrangères iranien pour lui demander des nouvelles de nos 2 compatriotes. Selon les informations qu'il m'a données, ils seraient sains et saufs. Je lui ai demandé leur libération immédiate dans l'intérêt de nos 2 compatriotes et dans l'intérêt de l'Iran. Et qu'a-t-il répondu ? Qu'il allait tenter de trouver un moyen de le faire. Je vais continuer à le presser comme nous le faisons depuis des mois et des années. Bonjour Martin Pradel, merci d'être avec nous. Vous êtes donc l'avocat et vous représentez les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris. Vous avez entendu et suivi, j'imagine hier, le ministre des Affaires étrangères. Est-ce que ces mots vous ont rassuré ? Pas vraiment. Pas vraiment, même si nous savons les efforts qui sont faits par la diplomatie française pour se tenir au plus près de la réalité du terrain. Pas vraiment parce que d'abord, il n'y a pas de rapport indépendant de ce qui s'est exactement passé. L'étendue de cette frappe est encore parfaitement inconnue. Et puis, ce que disent les Iraniens, finalement, n'a qu'assez peu de valeur. On comprend que les dégâts qui ont été infligés à la prison d'Evin sont en fait beaucoup plus considérables que ce qui a été dit. Il a été dit que c'est le portail qui avait été visé. En réalité, on voit les images, notamment diffusées par vos confrères du Monde, sur l'impact de cette frappe sur l'environnement. C'est considérable. La dévastation est terrible. Et donc, on peut comprendre que ceux qui disent à leurs avocats depuis la prison, et ça mériterait d'être vérifié par des journalistes, que le quartier des femmes a été touché, qu'un toit s'est effondré, que l'infirmerie de la prison a été dévastée. Ces informations méritent d'être croisées, mais en vérité, on les devine. Il y a effectivement une difficulté à savoir précisément, et vous le disiez très bien, ce qui s'est passé, ce qui a été précisément touché. Il y a ce matin, à peine 1h30 environ, les médias iraniens parlaient d'un transfert de prisonniers de cette prison d'Evin, donc les faire sortir en quelque sorte. Est-ce que vous savez si Cécile Kohler et Jacques Paris en sont partis ? Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'eux ces dernières heures ? Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux depuis maintenant assez longtemps, depuis la fin du mois de mai. Il y a eu une 5e visite consulaire organisée en 3 ans. Il faut quand même se dire que depuis 3 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris ont pu voir les diplomates français moins d'1h10. C'est en cumulé, c'est quand même très peu. Et en réalité, on n'a pas de nouvelles directes depuis seulement quelques jours. Donc non, nous n'avons pas depuis de nouvelles d'eux, depuis cette frappe, depuis hier. Nous avons les mots retransmis par notre ministre des Affaires étrangères sur le fait qu'il serait sain et sauf, mais dans quel état, nous ne savons pas. Et puis, on comprend qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité très sérieux qui se posent au sein d'une prison qui accueille quand même 15 000 détenus. Et que la situation, elle est aujourd'hui, en définitive, bien plus dangereuse pour eux qu'elle ne l'était auparavant. On va poursuivre, pardonnez-moi, je vous coupe 5 secondes parce qu'on va poursuivre cette discussion, mais avant j'aimerais aussi qu'on regarde une image en direct et tout cela est en lien avec la situation au Moyen-Orient. Ce que vous voyez ici, c'est l'avion présidentiel américain. Donald Trump qui devrait y monter dans quelques instants. On a vu son hélicoptère se poser sur le tarmac. Il va se rendre à l'OTAN. Donald Trump qui cette nuit a lancé un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Depuis, les 2 pays se sont mutuellement accusés d'avoir violé ce cessez-le-feu. Justement, Maître Pradel, est-ce que ce cessez-le-feu, quand il a été annoncé cette nuit par Donald Trump, vous vous êtes dit, ça peut-être que c'est un début de bonne nouvelle pour Cécile Kohler et Jacques Paris? Bon, nous sommes des observateurs au niveau du terrain. Et on voit que le président des États-Unis dit un jour qu'il veut la paix, le lendemain il frappe, que le lendemain, le surlendemain, il décrète maintenant la paix sans manifestement consulter ni ses partenaires israéliens, ni en définitive les Iraniens. Et on comprend que les conditions fixées par le président des États-Unis n'ont pas été respectées. La vérité, c'est que cette situation globalement hors de contrôle, qui est prise en main par des personnes qui sont elles-mêmes difficiles à croire, elle est extrêmement anxiogène. Il faut comprendre que les familles
de Cécile Keller et Jacques Paris, aujourd'hui, sont dans un niveau d'inquiétude qui est total. On n'a pas d'informations véritablement fiables et on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle nous nous adressons au chef de l'État. Oui, vous lui avez fait une lettre hier, une lettre adressée à Emmanuel Macron. Pour lui dire que la situation pour nous est extrêmement grave, que nous savons qu'il est résolu à agir et que nous comptons sur lui pour aller au bout de son action et parler aux Israéliens pour leur dire que ce type de frappes sont inadmissibles. Le terme employé par le chef de notre diplomatie, c'est irresponsable. Pour nous, c'est inadmissible. C'est extrêmement problématique de s'engager dans de telles actions soi-disant symboliques. Et puis dire aux Iraniens que maintenant, ça suffit, qu'on met en danger des ressortissants français en ne leur permettant pas de s'échapper de telles frappes aussi dévastatrices. Est-ce que vous pensez sincèrement que, vu le contexte, le ministre des Affaires étrangères français nous le disait hier sur les antennes de France 2, qu'il avait demandé aux Iraniens de faire un geste et de permettre le rapatriement de Cécile Keller et Jacques Paris, est-ce que vous pensez que le contexte peut aider à cela, justement? Parce que pour l'instant, l'Iran n'a pas montré de signe, avant ces 12 jours de guerre, de bien vouloir accéder à une demande de retour de nos ressortissants français. Bon, je vais vous dire, notre action est une action qui tient compte quand même d'une impossibilité de parler et de croire dans la parole du régime iranien. Depuis des décennies, l'Iran est engagé dans une politique de la prise d'otages pour faire levier sur ses partenaires, ses interlocuteurs internationaux. Cécile Keller et Jacques Paris sont dans cette dynamique. Et donc, nous, on n'a pas de raison de penser que parce qu'il y a une guerre, cela viendrait améliorer leur situation. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Maître Pradel. Merci de votre invitation. On regarde ensemble Donald Trump qui est en train de s'exprimer. Je n'ai pas beaucoup apprécié ces ripostes fortes. Israël et l'Iran ont tiré fortement. Israël a pensé que l'Iran avait violé le cessez-le-feu parce qu'une roquette avait été tirée qui a atterri n'importe où. Je suis mécontent. Je joue avec les deux côtés. Maintenant, je pars pour l'OTAN. Je sais que un certain nombre d'entre vous viendront avec moi et j'espère que nous aurons du succès sur place. Je vous en dirai plus tard. Vos plans pour la région, l'Arabie Saoudite. Sur la situation des femmes au Moyen-Orient, les choses s'améliorent au plus haut niveau. Je sais que l'Arabie Saoudite fait du très bon travail et beaucoup plus rapidement que ce que j'attendais. Nous sommes très heureux de l'amélioration du sort des femmes au Moyen-Orient. Sur ce qui s'est passé hier soir, la région est en cours de reconfiguration. Quels sont vos plans? Et aussi pour les otages. Merci pour la question. Qui êtes-vous? Je travaille pour la presse israélienne. Bien, il faut qu'Israël se calme. J'aimerais qu'Israël se calme maintenant. J'ai parlé de Netanyahou hier soir, j'ai parlé à tout le monde. Vous avez demandé aux deux parties de ne pas violer le cessez-le-feu. Les deux parties s'accusent mutuellement d'une violation du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les deux parties ont violé le cessez-le-feu. Je ne sais pas s'ils l'ont fait de manière intentionnelle. Et moi, je suis mécontent des actions d'Israël ce matin. Dès que j'en saurai davantage, j'essaierai d'avancer sur ce dossier. Je pense que ce programme a été complètement dévasté. Les pilotes B2 ont fait un très bon travail. Il y a beaucoup de fausses nouvelles, en particulier données par CNN, qui affirment, certes, destruction partielle, mais pas complète. Non, les frappes ont été très violentes. CNN, c'est vraiment n'importe quoi, et d'autres médias ne sont pas mieux. Beaucoup de fake news. Ils n'auraient pas dû faire ça. Ces pilotes ont frappé leurs cibles, elles ont été écrasées, et il faut rendre hommage à ces pilotes. L'Iran ne reconstruira pas son programme nucléaire.
Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais je peux vous dire une chose. Tous les sites que nous avons frappés ont été complètement détruits et brûlés. Le travail de ces deux pilotes a été exceptionnel. Tard dans la soirée, ils ont frappé par un ciel sans lune. Ces sites ont été détruits et j'entends CNN qui fait des déclarations disant que ça n'est pas aussi détruit que ce que l'administration affirme, c'est n'importe quoi. Moi, je le répète, ces endroits ont été détruits. CNN doit présenter ses excuses à nos pilotes. MSNBC et d'autres médias doivent présenter leurs excuses. Je pense que ces journalistes sont vraiment des perdants, ce sont des nuls. J'ai regardé, je n'avais pas eu le choix, j'ai dû regarder ce tissu de mensonges, ces fake news. Mais CNN, je crois, est vraiment un groupe de journalistes sans scrupules, on l'a vu à plusieurs reprises. Et ceux qui donnent les ordres doivent avoir honte. Il y a d'autres journalistes qui sont vraiment scandaleusement nuls dans d'autres médias, c'est une honte. Je crois que l'Iran a violé le cessez-le-feu, mais Israël aussi. Après qu'on se soit mis d'accord, Israël a frappé avec une énorme quantité d'explosifs, une énorme quantité de bombes. J'en ai été très mécontent. Voilà, vous avez 12 heures. Eh bien, quand vous avez 12 heures pour mettre fin au combat, vous ne faites pas une sortie dès les premières heures pour faire une très grosse frappe. Je suis mécontent de ce qu'ont fait les Israéliens et les Iraniens, mais je suis très très insatisfait de ce qu'ont fait les Israéliens ce matin avec leur sortie de ce matin. Et je suis aussi mécontent de la contre-frappe iranienne, même si elle n'a pas fait de dégâts. Il y a deux pays qui s'affrontent depuis longtemps, durement, et qui n'ont pas la moindre putain d'idée de ce qu'elles sont en train de faire maintenant. Si vous nous rejoignez sur France Info, on vient d'écouter Donald Trump qui s'est exprimé à la Maison-Blanche, dans le jardin de la Maison-Blanche, avant de s'envoler vers La Haye pour l'OTAN, qui s'est exprimé sur deux choses sur la situation au Moyen-Orient. Et d'abord, on va commencer par le cessez-le-feu. Christophe, le cessez-le-feu qu'il avait annoncé la nuit dernière entre l'Iran et Israël. Les deux parties s'accusent depuis d'avoir violé le cessez-le-feu et lui, il leur répond. Oui, et on le sent très mécontent, Donald Trump, lui qui essaye de maîtriser, j'allais dire, la temporalité, qui surtout, vous le voyez, est en train de monter donc dans cet hélicoptère qui l'amène ensuite dans le Air Force One, qui va donc se rendre à La Haye. Il voulait se présenter aujourd'hui comme un faiseur de paix en montrant justement que ce cessez-le-feu pourrait être respecté, et on l'a senti très en colère, à la fois autant pour l'État hébreu, en l'occurrence, Israël doit cesser de lâcher ses bombes, c'est ce qu'il a écrit également sur son réseau social, et puis également en colère contre l'Iran, bien évidemment, qui de son côté aussi aurait, je parle bien évidemment en conditionnel, n'aurait pas respecté ce cessez-le-feu. Ce que l'on sent bien, et on le sent aussi dans le vocabulaire employé par le président américain dans cet excès de colère lorsqu'il parle notamment aux journalistes américains, c'est parce qu'effectivement, il a du mal à maîtriser cet agenda. Et c'est la raison aussi pour laquelle tout à l'heure, le président français qui s'est exprimé, qui lui aussi va se rendre à La Haye, a expliqué que ce cessez-le-feu était pour le moins précaire à l'heure où l'on se parle, et qu'il fallait agir avec la plus grande prudence. Ouais, situation instable et volatile pour Emmanuel Macron et Donald Trump qui, à l'instant, dit les deux parties ont quelque part violé le cessez-le-feu. Il se dit mécontent de l'action d'Israël. Il faut qu'Israël se calme, a-t-il dit à l'instant, et on l'écoutait. C'est vrai que c'est des paroles dont on n'a pas l'habitude pour Donald Trump envers Israël. L'autre question qui lui a été posée concerne le programme nucléaire iranien, parce que vous savez que les États-Unis ont lancé des frappes donc sur les 3 sites nucléaires iraniens. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. La question se pose de qu'est-ce qui a été dévasté ou pas. Donald Trump, pour lui, le programme nucléaire iranien, il est au sol.
Oui, alors le problème, c'est que Donald Trump, ce n'est pas un militaire. Donc, et d'ailleurs, il a été le premier à s'exprimer pour dire qu'il avait ciblé dans le mille, que tout était parfait. Malheureusement, on connaît les excès, les diatribes de Donald Trump, et les militaires, eux, agissent différemment. En l'occurrence, effectivement, les sites de Fordo, qui étaient des sites d'enrichissement nucléaire, ont bien été touchés. Mais à une telle profondeur, on le sait, c'est entre guillemets entre 60, 80, voire 100 mètres, qu'il est impossible aujourd'hui de savoir si véritablement, effectivement, l'arsenal nucléaire d'enrichissement iranien a été totalement détruit, ces fameuses centrifugeuses. Et le risque, il est que, effectivement, les Iraniens, on estime qu'il y aurait environ 400 kilos d'uranium enrichi qui permettrait donc de créer cette bombe. Il y a deux risques, c'est ils ne soient pas à cet endroit-là, qu'ils aient été retirés en amont, ou deux, qu'ils aient été partiellement détruits. Donc, à l'heure où l'on se parle, vous le disiez très justement, ça s'est passé ce week-end. Il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si effectivement cet arsenal iranien nucléaire a été totalement dévasté ou pas, et s'il y a encore des capacités de nuisance. On a vu Donald Trump qui réglait ses comptes aussi avec les journalistes de CNN qui justement posent des questions, comme on vient de le faire ici, en interrogeant le fait que ces sites soient complètement dévastés ou pas, le programme nucléaire iranien dévasté ou pas, en sachant quand même, et précisons-le, que l'Agence internationale de l'énergie atomique, donc celle qui est chargée du contrôle du nucléaire, a demandé à se rendre sur place pour vérifier justement l'état de la situation. Oui, demande qui, pour l'instant, et on peut le comprendre vu le contexte avec des bombes de part et d'autre qui est assez compliqué, mais bien évidemment, il faudra à un moment ou un autre aller voir sur place, et puis il y a éventuellement des retombées. Donc c'est quand même assez compliqué. Tous les experts, en tout cas du nucléaire, que l'on a pu contacter ou qui sont venus précédemment sur ce plateau le disent, il faut encore plusieurs semaines, bien évidemment, pour voir si effectivement la situation est stabilisée sur place. En tout cas, ce que je peux vous assurer et en tout cas vous compléter, c'est qu'au-delà de cette prise de parole où on a vu effectivement Donald Trump assez énervé, tout laisse à penser qu'il va communiquer parce que dans cet avion-là qui est extrêmement sécurisé, il va sûrement repasser un coup de fil, en l'occurrence à Benjamin Netanyahou. Et on a appris également aujourd'hui qu'Emmanuel Macron prévoit lui aussi de tenir un conseil de défense. Ce sera à 16h30 depuis La Haye, ce sera le 4e depuis le début du conflit.